Maître Thomas Gamakolo Mputu, bonjour. Bonjour. Voilà, Maître Thomas, vous avez fait une tribune la fois dernière sur le site www.ipluriel.com où vous essayez de parler de vote électronique. Dites-nous un peu plus sur ces votes. Bon, les votes dits électroniques, c'est un vote qui s'est fait à travers ce que nous appelons communément la machine à voter. La machine à voter, donc, qui est donc liée à des manipulations électroniques du genre transmission des données par des clés ISB, voyez-vous, donc qui donne également lieu à la manipulation des machines électroniques. Vous voyez, pour tous ceux qui ont déjà voté, ils ont déjà vu que vous allez vous manipuler, il y a une machine, les fichiers ne sortent pas en papier, les noms des candidats sortent sur la machine, vous pointez. Alors c'est un vote qui est devenu, qui tend à se vulgariser, comment dirais-je, à se démocratiser, parce que dans presque tous les pays maintenant, on utilise les machines à voter. Ce qui est bien parce que dans une certaine mesure, ça peut renforcer l'exercice de ces devoirs démocratiques qui est lié à notre droit en tant que citoyen, parce que notre droit de la citoyenneté, ce sont les citoyens d'un pays ou d'un pays qui votent. Et donc ça peut permettre de voter plus rapidement, ça peut aussi permettre de collecter plus rapidement des données. Mais le problème avec les votes électroniques comme nous l'avons connu, c'est l'accumulation des difficultés pour notamment la collecte des données via les clés ISB. Mais parce que cette collecte des clés des données via les clés ISB exige un très haut degré de sécurisation de ces données pour qu'on soit sûr qu'il y a l'intégrité et les informations qui sont là-dedans n'ont pas été manipulées ou créées après les votes ou avant les votes. Vous voyez, c'est très difficile. C'est très difficile pour les personnes qui votent, notamment, de savoir comment les données qui sont dans la machine seront traitées après ou avant ou pendant. Ou même de savoir qu'est-ce que devient leur voix. Vous voyez, à partir du moment où il y a une crise de confiance à cause de l'accumulation de beaucoup de difficultés, parce que nous avons vu comment certaines machines ont été portées à dos d'homme, sur la moto, sans sécurisation, et même, je peux dire, par exemple, par rapport à la collecte de données via les clés USB, cela nécessite des procédures rigoureuses qui ont fait défaut. Hein. Comme quoi, par exemple? Non, mais écoutez, les procédures rigoureuses, d'abord, c'est d'abord de savoir entre les mains de qui la chaîne de possession de ces clés, par exemple. De savoir que les clés quittent les bureaux, ça va passer entre combien de mains avant d'arriver au centre de compilation pour être prises en compte. Et ces procédures rigoureuses sont aussi liées à l'établissement des procès-verbaux qui doivent être faits de façon stricte et rigoureuse à chaque étape de la transmission de ces clés ISB. Par exemple, je peux prendre l'exemple simple, les clés ISB qui quittent Ingele avec des données de vote qui arrivent, on doit savoir exactement, il faut que les protocoles soient faits pour savoir exactement après Ingele ça sera où et qui va les réceptionner. Celui qui les réceptionne, il doit les réceptionner par un PV et ce sont des choses qui doivent être scellées, sécurisées et même par les policiers en fait, les endroits où c'est gardé. Puisque ça doit être sigé, non pas à être, ça peut être sigé au remplacement, ça peut être sigé aux manipulations, on peut créer des données là-dedans, tout comme on peut enlever des données là-dedans. Vous comprenez, ça crée, c'est pourquoi vous voyez que dans chaque élection, depuis que nous avons commencé à appliquer la machine à voter, il y a toujours des contestations. En 2018, quelqu'un nous a collé à la peau, jusque vers les élections ici, où il est revenu vers la raison avec l'histoire des vérités des îles. Et puisqu'il disait quoi, on a mené les résultats sur une clé ISB. Vous comprenez? Mais ces clés ISB donc, doivent être sécurisées. Les témoins doivent voir à chaque étape où est-ce que c'est arrivé, s'ils n'ont pas subi des... Rien que ça, vous voyez, et ça peut susciter des interrogations cruciales qui restent parfois sans réponse pour les électeurs ou les votants. Ça reste parfois parce que l'origine d'abord de ces clés ISB, leur authenticité, leur surveillance, la responsabilité de leur acheminement vers les centrales de compilation. Vous voyez tout ce que
cela comporte rien que si nous considérons que les votes électroniques impliquent les transferts des données via les clés USB. Parce qu'on va amener chaque machine au sein des compilations, on va amener ça sous forme de clés USB. Vous voyez? Et il n'y a pas que ça, il y a par exemple les défauts de conception de ces machines. Par exemple, quand vous arrivez dans un bureau, la machine a bloqué, c'est défectueux, ça ne fonctionne pas, quelqu'un va, il prend, il part avec, il répare, il ramène. Tout ça, c'est autant de sujets qui peuvent susciter des doutes et soumettre les processus électoraux à des suspicions qui peuvent, dans une certaine mesure, si les cas de panne se multiplient, puisque les machines ont été, par exemple, déposées précipitamment, sans check-in, d'autres n'ont pas fonctionné du coup, d'autres sont arrivés en retard. Vous voyez, tout ça, c'est autant de sujets aujourd'hui qui nous inquiètent au niveau des collectifs de la région, des grands lacs d'Angers, parce que nous sentons monter des contestations sur ces bases-là, puisqu'il y a eu accumulation des ratés comme ça. Mais pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire précisément? Abandonner le vote électronique? Quelles sont les mesures outre abandonner? Les mesures seraient quoi précisément pour que prochainement, aux prochaines élections, les choses aillent mieux? Bon, en ce qui me concerne, pour que les élections aillent mieux prochainement, il ne faut pas abandonner la machine de vote électronique. Pourquoi? Parce que ça a l'avantage d'être rapide, de permettre aux gens de voter rapidement. C'est un avantage quand même. Mais le problème, c'est que les procédures doivent être rigoureuses. Les procédures pour la sécurisation de ces données, notamment qui doivent commencer déjà à partir de, comment dirais-je, du nombre même des votants. Vous voyez, quand on parle, on doit déjà savoir qui vote, combien sont-ils. Vous voyez, et puis, en dehors de cela, il y a plusieurs autres procédures. Même la sécurité physique de ces machines doit être garantie. On doit savoir que la machine est entre les mains de qui. On ne doit pas, par exemple, prochainement, retrouver des machines dans des maisons des députés ou des candidats. Ça montre qu'il n'y a pas la sécurité physique de ces machines, parce que nulle part, on a vu la CENI se plaindre de vol de machines. Vous comprenez? Donc c'est d'autant plus incompréhensible de trouver des machines chez des candidats. Bon, mais ou entre les mains de la population. La CENI a évoqué que c'était des vieilles machines, ce ne sont pas les machines qui devaient avoir l'usage cette année. Ma démarche, ce n'est pas de discuter avec la CENI pour savoir si c'est vieux ou nouveau. Ma démarche, c'est de permettre à ce que lors des prochaines élections, qu'il y ait une meilleure sécurisation physique de ces machines, qu'elles soient vieilles ou neuves. Vous comprenez? Que ce soit une vieille machine ou une neuve machine, ça ne doit pas se retrouver entre les mains d'un individu. L'authentification des lecteurs, c'est quelque chose, c'est, je pense, l'un des piliers fondamentaux des élections crédibles, qui réside notamment dans une authentification robuste, parce qu'on ne doit pas donner des chiffres approximatifs. Ouais, à partir du moment où il y a 20 000, par exemple, votants, s'il y a 26 000 votants, on sait déjà qu'il y a eu un quoi quelque part. Donc c'est vraiment un des piliers. Il y a la sécurité des données. Ça, il faut vraiment y travailler, établir notamment des mesures adéquates qui doivent en quelque sorte être mises en place pour protéger les informations sensibles qui sont dans les machines ainsi que dans les flashs. Et puis il y a la transmission sécurisée. La transmission ne doit pas se faire selon le bon vouloir d'un chacun. Ça doit être accompagné par, c'est pourquoi les ministres de l'Intérieur sécurisent les processus. Puisque la sécurité physique de ceux qui transportent doit être assurée, la sécurité physique des machines doit être assurée, la transmission des flashs d'un processeur à un autre doit aussi être sécurisée et même verbalisée. Puisqu'à chaque étape, il doit y avoir des procès verbaux. Donc, en quelque sorte, on doit avoir des informations. Si, quand on vote avec une machine à voter, on doit même savoir telle personne, par exemple, je prends tel individu à voter à telle date, à telle heure. Puisque la loi fixe une heure où doivent commencer les élections et une heure doit se terminer les élections. Tout ça, c'est pour sécuriser ces votes. Mais ce qui est vrai, les votes avec la machine à voter exigent un degré de sécurisation plus élevé des données. Pourquoi? Parce qu'avec les bulletins, c'est plus facile, il suffit de les enfermer dans une salle. Ce n'est pas très sujet à manipulation. Mais jusqu'à la dernière minute, quand on délivre les résultats,
au centre de compilation, les clés ISB qui arrivent, on doit être sûr que ça vient d'où, quelle est l'origine, est-ce que ça n'a pas suivi des créations d'informations en cours ou pendant ou après. Vous comprenez? C'est ça qui fait que je me dis, comme l'homme noir peut-être ne croit pas beaucoup à la science, peut-être dans un premier temps, si on n'a pas toutes ces si on ne prend pas toutes ces précautions, il faut peut-être s'abstenir de faire le vote avec la machine à voter. Parce que je sens monter la contestation et je crains pour la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. D'accord, ok. Dernière question certainement. Il y a eu le 20 décembre, les votes, c'est vrai, ça s'est allongé jusqu'au 21 et les autres disent même 22. Bon, ça ne sont pas des informations fiables que moi personnellement j'ai. Je connais que c'était du 20 au 21. Et beaucoup de gens ont signalé beaucoup de couacs ou les retards. Ça devait commencer tantôt à 6 heures, tantôt les autres sont venus vers 15 heures. Et quel est le commentaire que pouvez-vous avoir? C'est la dernière question, hein. En bref, qu'est-ce que vous pouvez avoir sur ce sujet? Par rapport au temps des élections. Le retard et tout comme ça. Bon, c'est quelque chose qui a pu entamer peut-être la confiance des gens. Et puis, comme j'avais dit, il devait y avoir tout simplement, on doit plutôt accroître les degrés de transparence. Il ne faudrait pas que les gens qui votent aient l'impression qu'il y a un manque de transparence ou qu'il y a un faible niveau de transparence qui entoure les fonctionnements, soit des machines, soit les déroulements des votes. Et tous ces votes qui ont eu lieu après doivent être des votes qui se font également avec un haut degré de surveillance de tous les témoins, de tous les partis, de tous les candidats, et on doit le faire avec transparence. Mais par rapport à la loi a fixé le vote pour un seul jour. Vous comprenez? Tout ce qui s'est fait après, je crois que ce sont des dérogations que la CENI s'est octroyée. La question que je me pose, ce n'est pas que ce soit fait après, mais quel est le degré de transparence que nous pouvons accorder à des votes pareil, qui peuvent peut-être s'être organisés dans une certaine opacité. C'est ça qui me questionne. Si ça s'est fait avec transparence, s'il y avait tous les témoins, si les clés ISB qui vont en sortir seront sécurisées suffisamment, quand ça passe de main en main, la chaîne de possession de ces chaînes de ces clés ISB, est-ce que c'est surveillé? Est-ce que c'est bien suivi? Vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui questionnent au-delà du fait que c'est au-delà de la date fixée par la loi ou pour faire organiser des élections. Maître Thomas Gamakolo Poutou, je vous remercie.